Luttant pour ma vie en réanimation, ma mère m'a abandonnée pour la fête de ma sœur qui m'a dit de me débrouiller. J'ai survécu seule. 3 jours après, un seul appel a ruiné leur soirée. Mon téléphone sonnait en boucle, je l'ai ignoré. Je m'appelle Valérie Tessier. J'ai 36 ans. Je suis chef de projet, propriétaire de ma maison et mère célibataire d'une petite fille nommée Léa. 9 jours. C'est le temps que j'ai passé dans le service de réanimation après la rupture de mon appendice. Et l'infection s'est transformée en septicémie. 9 jours sous respirateur artificiel. 9 jours pendant lesquels les médecins n'étaient pas sûrs que j'allais m'en sortir. Ma mère m'a rendu visite une fois pendant 5 minutes. Puis elle est partie pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur Chloé, à Cannes. Chloé m'a envoyé un texto alors que j'étais encore sous oxygène. J'ai plus besoin de maman en ce moment. Tu as toujours été la plus forte. Elle avait raison. Je suis forte. Mais pendant que je luttais pour respirer, Chloé ne se contentait pas de faire la fête. Elle signait des papiers, déplaçait de l'argent et déposait une requête pour devenir la tutrice légale de ma fille de 7 ans. Elle avait 40 000 € de mes économies et un avocat à sa disposition. Je n'avais qu'un bracelet d'hôpital et le droit à un seul appel téléphonique. J'ai passé cet appel le 9e jour. 3 semaines plus tard, j'ai regardé ma sœur marcher vers l'hôtel. Je l'ai laissée arriver jusqu'à l'hôtel en premier. Si vous avez déjà été la personne dont tout le monde supposait qu'elle irait bien, restez avec moi, car j'ai bien failli ne pas m'en sortir. C'était un mardi après-midi d'octobre. J'étais au travail depuis 7 heures du matin. Je gérais 3 chantiers simultanés pour le groupe de construction Herriot, une rénovation commerciale à Bron, un développement résidentiel en périphérie de Villeurbanne, et un aménagement pour des locataires dans le centre-ville de Lyon qui explosait le budget depuis 6 semaines d'affilée. Ma collègue Jeanne disait toujours que je fonctionnais à la caféine et à l'obstination. Elle n'avait pas tort. Vers 14 heures, je l'ai senti, un tiraillement aigu et profond sur le côté droit de mon abdomen. J'avais ressenti quelque chose de similaire la veille au soir, mais j'avais mis ça sur le compte du stress. Nous avions une réunion avec les sous-traitants prévue à 16 heures. Je me suis dit que j'allais tenir le coup. Je n'ai pas tenu le coup. À 14h15, j'étais par terre. Jeanne a appelé le SAMU avant même que je ne puisse le lui demander. Je me souviens d'avoir été allongée sur la moquette, mon badge d'entreprise toujours accroché à mon tailleur, en pensant, c'est embarrassant. Je me souviens des ambulanciers découpant ma manche pour poser une perfusion. Je me souviens des néons au plafond de l'ambulance. Ce dont je ne me souviens pas, c'est de la présence d'un membre de ma famille. Ils ont trouvé un appendice rompu. Le temps qu'ils m'ouvrent, l'infection s'était déjà propagée. Le chirurgien a utilisé le mot septicémie comme le font les gens de sa profession, calmement, efficacement, dépouillé de toute la terreur que ce mot porte pour les autres. Il a dit à Jeanne, parce que c'était Jeanne qui était dans la salle d'attente, que les prochaines 72 heures étaient critiques. Ma mère l'a appris 4 heures plus tard. Elle est arrivée à l'hôpital le lendemain soir. J'étais déjà sous respirateur à ce moment-là, ce qui signifiait que je ne pouvais pas parler, ni poser de questions, ni tendre le bras pour attraper celui de la femme qui m'avait donné le jour et lui dire « S'il te plaît, reste ». Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la réanimation. Elle ne s'est pas rapprochée du lit. Elle n'a pas pris ma main. Elle est restée sur le seuil et a demandé à l'infirmière de nuit, une femme calme et pragmatique nommée Amélie Perrin, si j'étais stable. Amélie lui a dit que j'étais dans un état critique mais stationnaire. Ma mère a hoché la tête, a regardé sa montre et a dit « J'ai un vol à 6 heures du matin ». Et puis elle a demandé autre chose. Quelque chose qu'Amélie Perrin allait noter dans son registre de bord ce soir-là parce que cela lui avait semblé inhabituel. Ma mère a demandé qui avait ma procuration médicale. Pas « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Pas « Que puis-je faire ?» Pas « Je reste ». Qui a la procuration ? Amélie lui a répondu qu'elle ne connaissait pas les détails de mes documents légaux. Ma mère a dit qu'elle pensait que ça pouvait être dans un tiroir de ma cuisine. Puis elle est partie. J'ai passé 9 jours en réanimation.
Ma mère m'a rendu visite une fois pendant moins de 5 minutes et a passé ce temps à poser des questions sur des papiers. Pendant ce temps, à 500 km au sud, à Cannes, ma sœur Chloé commençait le premier jour de son week-end d'enterrement de vie de jeune fille. Je le sais grâce à ses stories Instagram. Brunch au champagne sur la Croisette, peignoir en satin rose assorti, une banderole indiquant « Dernière folie avant l'anneau » accrochée sur le mur du fond d'une suite d'hôtel. 8 femmes riant sur une place avec des pailles en papier et des chapeaux ridicules. Au 3e jour de mon hospitalisation, ma tante Pascale, la sœur cadette de ma mère, la seule personne de ma famille qui avait conduit directement depuis Valence quand elle a appris ce qui s'était passé, a appelé Chloé directement. Elle lui a dit que l'infection était pire que ce que les médecins espéraient au départ. Elle lui a dit que la prochaine mise à jour viendrait du chirurgien. La réponse de Chloé est arrivée 11 minutes plus tard par e-message. Elle a toujours été la plus coriace. Maman a besoin d'être là pour moi en ce moment. Valérie comprendrait. Pascal a fait une capture d'écran. Elle ne savait pas encore pourquoi elle en aurait besoin. Elle savait juste qu'il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette phrase et elle l'a gardée. L'après-midi même, Chloé est rentrée à Lyon. Pas à l'hôpital. À son appartement de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, où elle a récupéré la voiture de son fiancé, Damien Vasseur, et s'est rendue à l'école primaire Victor Hugo, l'école de ma fille Léa, pour venir la chercher. Elle a dit au personnel de l'accueil qu'elle était la tante de Léa et qu'il y avait eu une urgence familiale, ce qui était vrai. Elle n'a pas dit que l'urgence familiale, c'était moi. Elle n'a pas dit que la mère de Léa était en soins intensifs à 20 km de là, sous respirateur. Elle a dit qu'il y avait eu une urgence et qu'elle ramenait Léa chez elle pour un moment. L'école primaire a envoyé un email de confirmation pour ce changement de prise en charge. Horodatage, 15 octobre 2025. L'email a été envoyé à une adresse à laquelle je n'avais pas accès. J'étais inconsciente. Je ne savais pas que ma fille avait été retirée de l'école. Je ne savais pas que ma mère avait activé un document légal pendant que j'étais sous sédatif. Je ne savais pas que ma sœur avait déjà engagé un avocat 3 semaines avant même que je ne mette les pieds dans cet hôpital. Je ne savais qu'une chose quand j'ai enfin ouvert les yeux le 9e jour, alors qu'on retirait doucement les tubes et qu'une infirmière prononçait mon nom avec douceur, encore et encore, jusqu'à me ramener à la réalité. Le premier mot qui est sorti de ma bouche a été Léa. Amélie a hésité. Juste un instant, juste assez longtemps. Cette hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pour comprendre ce que Chloé a fait, il faut comprendre qui nous étions dans notre famille. Je suis Valérie. J'ai 4 ans de plus. J'ai toujours été celle qui gérait les choses. Cela a commencé quand j'avais 8 ans. Mon père, Gérard, a eu un accident de travail qui l'a laissé avec un mauvais dos et une confiance en lui brisée. Il n'a plus jamais été le même après ça. Pas inutile, pas absent, mais diminué d'une manière qui a obligé ma mère à endosser le rôle de décideuse et qui l'a fait développer du ressentiment face à ce fardeau. Elle avait besoin de quelqu'un pour partager ce poids. Elle a regardé ses 2 filles et a fait un choix. Elle m'a choisi pour le porter. Pas parce que j'étais plus forte. J'avais 8 ans. Aucun enfant n'est plus fort. Elle m'a choisi parce que j'étais silencieuse, capable, et que je ne pleurais pas quand les choses étaient difficiles, ce qui rendait facile le fait d'en rajouter toujours plus sur la pile. Chloé était plus douce. Elle pleurait facilement, ressentait les choses bruyamment, avait besoin de plus de réconfort. Ma mère a interprété cela comme de la vulnérabilité. Elle l'a protégée. Elle a conduit Chloé à des auditions de danse classique pendant 10 ans, s'est assise au fond de chaque spectacle et a dit à Chloé qu'elle était extraordinaire. Elle n'avait pas tort. Chloé était talentueuse. Mais il y a une différence entre nourrir les talents d'un enfant et construire une personne qui croit que le monde lui doit un atterrissage en douceur. J'ai payé mes propres études supérieures. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver, j'ai travaillé 20 heures par semaine dans un bistrot du centre-ville et j'ai obtenu ma certification en gestion de projet avec 10 000 € de prêts étudiants. Le jour où j'ai obtenu ce diplôme, j'ai envoyé par texto à ma mère une photo de moi sur le parking, souriante. Elle a répondu 12 minutes plus tard. Mignon.
Chloé vient de réserver une salle pour sa fête de fiançailles. Tu penses que le club du Rhône est trop cher? Je suis restée assise dans ma voiture un long moment après ça. Je me suis mariée à 29 ans. Il s'appelait Thomas Navet. Il était charmant et présent, puis, très lentement, il est devenu un étranger. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Lille et sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je n'accepte de l'épouser, ce qui, rétrospectivement, est le genre de détail qui vous fait vous demander ce que vous attendiez et si attendre aurait aidé. Cela n'aurait pas aidé. Ce que Thomas faisait, il l'aurait fait peu importe combien de temps j'avais attendu. Nous avons tenu 3 ans. J'ai découvert qu'il voyait quelqu'un de son bureau pendant presque toute la 2e année. Pas une simple aventure, une vraie relation. Elle savait pour moi. Elle savait pour Léa. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après le départ de Thomas. Je ne pense pas à elle. Nous avons divorcé quand Léa avait 2 ans. Le jugement m'a accordé la garde exclusive. Thomas a renoncé à ses droits parentaux 14 mois après la finalisation du divorce. Pas parce que je l'y ai poussé, mais parce qu'il avait accepté une offre d'emploi à Bordeaux et voulait repartir de zéro. Il a payé la pension alimentaire ordonnée par le tribunal, s'est présenté pour 2 Noëls, puis les appels se sont arrêtés. Léa avait 4 ans à ce moment-là. Elle n'a pas beaucoup de souvenirs de lui, ce que j'ai passé des années à considérer comme une bénédiction. La réaction de ma mère à mon divorce a été « Je t'avais dit que tu travaillais trop ». Chloé ne fera pas cette erreur. Le mariage de Chloé sera différent. Elle l'a dit en se tenant dans ma cuisine. Léa dormait à l'étage. Je venais de dire à ma mère que mon mari m'avait trompée et quittée. Et sa réponse a été une comparaison. J'ai hoché la tête. J'ai fait la vaisselle. Je n'ai pas pleuré devant elle. 3 ans avant tout cela, mon grand-père, Henri Tessier, est décédé. C'était le père de mon père. Stable, pragmatique, le genre d'homme qui montrait son amour par ses actes et sa présence, ce qui signifiait qu'il me le montrait surtout à moi. C'était moi qui le conduisais à ses rendez-vous chez le cardiologue. C'était moi qui l'aidais à organiser ses finances quand sa mémoire a commencé à flancher. C'était moi qui étais assise à côté de lui pendant ces dernières semaines. Son testament m'a légué sa maison à Bron. La maison a été estimée à 280 000 €. Il a écrit un mot pour accompagner ce legs. Il disait « Valérie est celle qui m'a rendu visite, qui m'a aidé et qui a construit quelque chose de vrai ». Chloé n'était pas mentionnée dans le testament. Le soir après la lecture, elle m'a appelé. Elle n'a pas dit félicitations. Elle a dit « Tu as toujours su comment jouer la favorite, même avec un mort ». J'ai raccroché. Je n'ai pas rappelé. Et j'ai remarqué que quelque chose s'était modifié en elle après ça. Un durcissement, un recalcul. Elle a commencé à être plus chaleureuse avec Léa, à venir plus souvent chez moi, à proposer de faire du babysitting, à emmener Léa au cinéma, au parc, à des cours de poterie le samedi. Cela paraissait généreux. Cela ressemblait à une tante qui voulait être proche de sa nièce. Je sais maintenant que ce n'était pas ça, ou pas seulement ça. En juin 2023, on a diagnostiqué chez Chloé une insuffisance ovarienne prématurée. Elle ne pourrait pas concevoir d'enfants naturellement. Son fiancé, Damien, voulait des enfants. Chloé voulait une famille. Et quelque part dans l'écart entre ce qu'elle pouvait avoir et ce qu'elle voulait, elle a regardé ma fille. Cet enfant de 7 ans avec les yeux de sa grand-mère et mon obstination déjà bien ancrée, et elle a commencé à élaborer un plan. Elle et Damien se sont fiancés en janvier 2025. Au printemps, Chloé avait commencé à faire des recherches sur les lois relatives à la tutelle d'urgence en France. Je l'ignorais. Elle a posé des questions à ma mère à ce sujet dans une discussion de groupe en août. Juste par hypothèse, a-t-elle dit. Ma mère a renvoyé un lien vers un article. Juste pour information, a-t-elle dit. Personne ne me l'a dit. Le 28 septembre 2025, Chloé a versé des honoraires à un avocat nommé Benoît Collin. Je suis tombée malade 16 jours plus tard. Laissez-moi être précise sur la chronologie, car il ne s'agissait pas d'une réaction. Il ne s'agissait pas d'un membre de la famille en deuil prenant une décision dans la panique.
C'était un plan qui a précédé ma maladie de plus de 2 semaines. Et la seule chose que mon hospitalisation a faite, c'est leur donner l'opportunité de l'exécuter. 2 ans plus tôt, alors que je renégociais le prêt immobilier de ma maison, mon notaire m'avait recommandé de signer un mandat de protection future, désignant quelqu'un pour gérer mes décisions financières à ma place au cas où je deviendrais incapable de le faire. C'est une procédure standard. C'est responsable. J'ai désigné ma mère parce qu'à l'époque, c'était l'adulte la plus stable en qui j'avais confiance pour gérer quelque chose d'important sans causer de chaos. J'avais 40 000 € sur un compte épargne à la Société Générale. 6 années de dépôt méthodique. J'avais constitué ce compte pour 2 raisons, les futures études de Léa et la possibilité de racheter la maison d'Henri à la succession si la situation légale l'exigeait un jour. Je n'y touchais pas pour les urgences. Je n'y touchais pas pour les vacances. Je n'y touchais pour rien au monde. Le 15 octobre 2025, le lendemain de mon admission à l'hôpital, alors que j'étais sous sédatif, intubée et totalement incapable de parler pour moi-même, ma mère a activé le mandat de protection. À 14h14, un virement de 40 000 € a quitté mon compte épargne de la Société Générale. Le libellé du virement indiquait « Provision pour frais médicaux, autorisés par des tessiers, mandataires ». L'argent est allé directement sur le compte chèque joint de Chloé et Damien Vasseur. Le 17 octobre, 2 jours plus tard, le domaine des Grands Chênes à Lyon a reçu un acompte final de 39 500 € pour la réception du mariage Vasseur-Tessier. Ce paiement provenait du compte joint de Chloé et Damien. Les 500 € restants ont été payés à Benoît Collin. Mon compte épargne, que j'avais mis 6 ans à construire, a été vidé en une seule transaction. Cet argent a payé la salle de mariage de ma sœur, et ma mère a signé les documents. Également le 17 octobre à 10h23 du matin, Benoît Collin a déposé une requête d'urgence pour la tutelle provisoire d'un mineur auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon. Le mineur nommé dans la requête était Léa Navet-Tessier, 7 ans. La requérante était Chloé Marie Tessier. La requête indiquait que la mère de l'enfant était en incapacité, sans aucune perspective de rétablissement à court terme, et qu'un placement stable et immédiat était requis. À la requête était joint un certificat médical confirmant mon incapacité et mon pronostic incertain. La déclaration était signée par un certain docteur René Fillon. Le docteur René Fillon avait été radié de l'ordre des médecins en 2021 suite à un accord amiable pour faute professionnelle. Il n'avait pas pratiqué la médecine depuis 4 ans. C'était un retraité qui jouait au golf avec mon père. Il avait signé la déclaration lors d'un déjeuner comme une faveur à la famille d'un ami. Il ne m'avait jamais examiné. Il n'avait jamais mis les pieds à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Son nom n'apparaît nulle part dans mon dossier médical. Le tribunal a émis une ordonnance temporaire basée sur ce dépôt. Le tribunal a exigé une audience formelle dans les 30 jours, ce qui donnait à l'ordonnance une fenêtre d'expiration qui dépendait d'une de ces 2 choses, soit je ne me rétablirais pas à temps pour la contester, soit je me rétablirais. Mais je n'aurais pas les ressources ou les connaissances nécessaires pour me battre avant la date limite. Chloé avait engagé Benoît Collin le 28 septembre. C'était le jour où elle a verrouillé son plan de secours. Je suis tombée malade le 14 octobre. Tout ce qui a suivi s'est déroulé avec une précision qu'il est difficile de regarder sans en ressentir le froid s'installer dans sa poitrine. Ma tante Pascale a été le seul membre de la famille qui est resté. Elle a pris 2 semaines de congé et a conduit depuis Valence avec un sac de voyage et une détermination pour laquelle je n'ai jamais pu la remercier assez. Elle s'est assise dans cette chambre tous les jours. Elle a apporté un livre qu'elle n'a pas lu. Elle a apporté un petit vase de fleurs qui sont restées sans eau et sont devenues marron à la fin de la semaine. Elle était là. Elle a aussi entendu des choses. Le 6e jour, Chloé est venue à l'hôpital. Elle n'est pas entrée en réanimation. Elle est restée dans le couloir devant le service et a parlé à l'infirmière au poste. Pascal revenait de la cafétéria quand elle l'a entendu. Chloé a demandé combien de temps encore il s'attendait à ce que la situation dure. Pas, est-ce qu'elle s'améliore? Pas, que doit faire la famille? Combien de temps encore vous attendez-vous à ce que cela dure? Pascal l'a noté dans un petit carnet qu'elle tenait depuis le premier jour. Elle a noté la date, l'heure, les mots exacts qu'elle a entendus et qui étaient présents.
Elle a aussi noté ce qu'elle a vu après le départ de Chloé. Ma mère sortant dans le couloir et répondant à un appel du numéro de Chloé. Ma mère parlant à voix basse, se tournant vers la fenêtre, ma mère hochant la tête. Quand je me suis réveillée le 23 octobre, je ne savais encore rien de tout cela. Je connaissais mon nom, je connaissais le nom de ma fille, et je savais que j'étais en vie alors que je n'avais pas été certaine de l'être. Amélie a retiré le tube respiratoire avec des mains calmes et expertes. Elle m'a dit que j'étais à l'hôpital Édouard Herriot. Elle m'a donné la date. Elle m'a dit que j'avais été en soins intensifs pendant 9 jours. J'ai demandé où était Léa. Amélie a dit, elle est en sécurité. Elle est avec votre famille. J'ai demandé à lui parler. Amélie a dit qu'elle verrait ce qu'elle pouvait faire. Personne ne m'a apporté de téléphone. Personne n'est entré dans cette chambre pour m'expliquer. Ma mère est arrivée cet après-midi-là avec une boîte de muffins et le sang-froid d'une femme qui n'avait rien fait de mal. Elle a dit, Dieu merci, tu vas bien, a posé les muffins sur la chaise et a commencé à parler de combien la semaine passée avait été difficile pour tout le monde. J'ai regardé la table de nuit à côté de mon lit. Il y avait un dossier bleu dessus. Le genre que les cabinets d'avocats utilisent pour les documents clients. Je ne l'avais pas remarqué avant. Je l'ai tiré sur le lit et je l'ai ouvert. L'étiquette sur le devant indiquait « Tutelle de Léa Navet-Tessier, tribunal judiciaire de Lyon ». J'ai lu chaque page, la perfusion toujours dans le bras. La blouse d'hôpital, le moniteur qui bipait toutes les 30 secondes. J'ai lu le nom de ma fille listée comme une enfant ayant besoin de placement. J'ai lu le nom de Chloé en tant que requérante. J'ai lu le nom et l'adresse de Benoît Collin. J'ai lu le certificat médical de René Fillon et son affirmation selon laquelle il était peu probable que je retrouve ma capacité de décision dans un avenir prévisible. Et j'ai lu la date à laquelle Benoît Collin avait été retenu. 28 septembre. 16 jours avant même que je ne ressente ce premier tiraillement au côté, à mon bureau. J'ai posé le dossier. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel dehors était plat et gris, typique du mois d'octobre. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit. Quelque part là-dedans, parce que je n'allais nulle part sans lui, se trouvait mon portefeuille. Et dans la fente pour carte, derrière mon permis de conduire, il y avait une petite carte de visite légèrement usée. Nicolas Arnaud, avocat spécialiste en succession, Bron. Henri me l'avait glissé dans la main à sa table de cuisine 2 ans avant sa mort. Il m'avait dit, garde ça. Tu auras besoin d'un bon avocat un jour, Valérie. Les hommes honnêtes sont plus difficiles à trouver qu'on ne le pense. J'ai décroché le téléphone de l'hôpital et j'ai composé le numéro. Pascal dormait sur la chaise quand ma mère est partie. C'est ce qu'elle faisait, dormir par petites périodes, se réveiller pour vérifier, se rendormir, pendant 9 jours d'affilée, sur une chaise qui n'était pas conçue pour dormir, dans un bâtiment qui sentait l'air recyclé et l'antiseptique, dans une ville qui n'était pas la sienne. Elle avait conduit 1h30 depuis Valence le jour où elle a appris mon admission. Elle avait appelé son superviseur, expliqué la situation et pris un congé sans attendre l'approbation. Elle avait fait un sac censé durer 3 jours et elle était toujours là 9 jours plus tard avec une réserve de vêtements propres qui s'épuisait et une obstination de fer pour laquelle je passerai le reste de ma vie à être reconnaissante. Les fleurs qu'elle avait apportées la première semaine avaient complètement abandonné. Le livre sur ses genoux était retourné face contre terre à la même page que depuis le 3e jour. Je l'ai regardé dormir un instant. Cette femme qui avait mis sa vie sur pause pendant 2 semaines pour s'asseoir dans une chambre et être près de moi quand personne d'autre ne le voulait. Quand elle s'est réveillée et m'a vu la regarder, elle a attrapé ma main et a commencé à pleurer avant que je ne puisse dire un mot. Elle a dit, je suis restée toutes les nuits. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai répondu, c'est assez. Tu es assez. Elle s'est essuyée le visage du revers de la main. Et puis, avec l'efficacité d'une femme qui se préparait à me dire quelque chose de difficile depuis des jours, elle a plongé la main dans son sac et a sorti le carnet. Elle m'a parlé de l'activation du mandat de protection. Elle a dit qu'elle avait essayé de poser des questions à ma mère à ce sujet, mais qu'on lui avait répondu que c'était pour des frais médicaux et que ça ne la regardait pas. Elle m'a parlé de la sortie de l'école de Léa.
Elle m'a parlé de Chloé, debout dans le couloir, demandant combien de temps encore. Elle m'a parlé de ma mère qui sortait pour prendre cet appel. Elle m'a aussi montré son téléphone, la capture d'écran. Elle a toujours été la plus coriace. Maman a besoin d'être là pour moi en ce moment. Valérie comprendrait. Je l'ai lu 2 fois. Pas parce que j'avais besoin de le relire, mais parce que je mémorisais l'horodatage. 16 octobre, 11h42. 3e jour de mon hospitalisation. Cannes, France. Je lui ai rendu le téléphone. Voici quelque chose sur le fait d'être la forte que personne ne vous dit, cela signifie que les gens s'entraînent sur vous. Ils testent la quantité de choses que vous pouvez absorber. Ils calibrent leur négligence par rapport à votre résilience. Et parce que vous ne vous brisez jamais là où ils peuvent le voir, ils croient que les brisures ne sont pas réelles. Ils croient que la personne forte n'a pas besoin de ce dont les autres ont besoin. Que la personne forte ne ressent pas ce que les autres ressentent. Ma sœur avait passé 32 ans à me regarder absorber les coups sans me briser. Elle en avait conclu que j'étais un puissant fond. Elle se trompait, mais cette erreur lui était utile. Le lendemain après-midi, ma mère est revenue. Elle a apporté une boîte de pâtisseries différentes cette fois. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit avec la posture d'une femme qui avait répété son texte. J'ai attendu qu'elle finisse de s'installer, puis je l'ai interrogée directement sur le mandat de protection future. Elle a répondu, « Nous te protégions, Valérie. L'argent est en sécurité. Nous réglerons ça quand tu iras mieux. » J'ai posé des questions sur la demande de tutelle. Elle est restée silencieuse pendant 3 secondes. J'ai compté. Puis elle a dit, « Chloé essayait juste de s'assurer que Léa soit prise en charge. Elle aime cette petite fille. » J'ai dit, « Sors de ma chambre. » Elle a commencé à argumenter. Je l'ai répété. Elle a pris son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Et juste avant d'entrer dans le couloir, elle s'est retournée et a dit avec le genre d'autorité épuisée qu'elle utilisait sur moi depuis que j'avais 8 ans, « Tu es contrarié. Tu as besoin de te reposer. » Je l'ai regardée partir. Je l'ai regardé sortir son téléphone dans le couloir. Amélie Perrin, qui mettait à jour un dossier au poste de soins, l'a regardé aussi. Ce soir-là, Nicolas Arnaud est arrivé de Bron. C'était un homme discret d'une 60aine d'années, avec ce genre de tranquillité qui vient du fait de s'être assis avec des documents difficiles dans des pièces difficiles pendant très longtemps. Il s'est assis, a accepté le dossier bleu et l'a lu sans parler pendant 4 minutes. Puis il a levé les yeux et a dit, « Valérie, ce n'est pas juste une demande de tutelle. Le certificat médical joint ici. » Ce médecin a pris sa retraite en 2019, et quand je vais vérifier la signature par rapport au dossier de son ordre, elle ne correspondra pas. J'ai demandé, « Quand pouvons-nous commencer ?» Il a répondu, « J'ai déjà commencé. » Il m'a aussi dit quelque chose que je n'avais pas encore compris. Il m'a expliqué qu'une demande de tutelle déposée dans des circonstances d'urgence obligeait le requérant à démontrer que le parent était incapable et qu'il n'y avait pas d'arrangement alternatif. Ce qui signifiait que Chloé ne s'était pas contentée de déposer des papiers, elle avait construit un argumentaire juridique pour expliquer pourquoi elle et personne d'autre, ni Pascal, ni un ami de la famille, ni Thomas, qui avait renoncé à ses droits mais restait légalement le père de Léa, était le placement d'urgence approprié. Elle avait structuré cela soigneusement avant que je ne tombe malade. J'ai demandé à Arnaud combien de temps nous avions. Il m'a dit que l'ordonnance temporaire avait une fenêtre de révision de 30 jours et que le compte à rebours avait déjà commencé. Il a dit que nous devions agir vite et bien. J'ai regardé le calendrier sur mon téléphone. Le mariage de Chloé et Damien était le 15 novembre. L'audience de révision tomberait 3 jours avant. J'ai regardé Arnaud. Il m'a regardé. J'ai dit, « Je veux qu'elle marche jusqu'à l'hôtel en premier. » Il est resté silencieux un instant. Puis, « Pouvez-vous me donner 3 semaines ?» J'ai dit, « Oui. » Au cours des 10 jours suivants, depuis une chambre d'hôpital puis depuis mon propre canapé avec une bouillotte et un ordinateur portable, Nicolas Arnaud et moi avons monté le dossier. La première chose qu'il a faite a été de contacter la Société Générale.
Avec mon autorisation et les documents de procuration en main, il a demandé un historique complet des transactions de mon compte. La directrice de la banque, Pauline Gauthier, a fourni des dossiers complets. Ce que ces dossiers montraient n'était pas ambigu. Le 15 octobre à 14h14, 40 000 € ont été virés de mon compte épargne vers un compte chèque joint détenu par Chloé-Marie Tessier et Damien-Antoine Vasseur. La description du transfert indiquait « Provision frais médicaux, autorisés par des Tessier, mandataires ». Il n'y avait aucune facture médicale jointe à ce transfert. Il n'y avait aucune confirmation de paiement de l'hôpital. Il n'y avait rien qui reliait cet argent à mes soins à l'hôpital Édouard Herriot, parce que l'hôpital Édouard Herriot n'avait pas reçu un seul euro de ce compte. Ma mutuelle, fournie par mon employeur le groupe de construction Herriot, avait géré la facturation directement. Mon compte épargne avait été vidé dans un seul but. Arnaud a récupéré les dossiers du domaine des Grands Chênes. Ensuite, le 17 octobre, acompte final de réception de 39 500 €. Source, compte joint Chloé et Damien Vasseur. 2 jours après que mon argent soit arrivé sur ce compte. J'ai lu le reçu de la salle 2 fois. Mes 40 000 € avaient payé le mariage de ma sœur. Les 500 € restants avaient payé Benoît Collin. Je suis resté avec cette pensée pendant un long moment. La deuxième pièce venait du Conseil de l'Ordre des médecins. Arnaud a soumis une demande de vérification sur la licence et la signature du docteur René Fillon. La réponse de l'Ordre est revenue sous 48 heures. La signature sur le certificat médical déposé avec la demande de tutelle ne correspondait pas à la signature figurant dans les dossiers professionnels du docteur Fillon. De plus, le docteur Fillon avait été radié en 2021. Il n'était pas légalement autorisé à signer un quelconque document représentant une opinion médicale. La déclaration jointe à la requête de Chloé était au mieux signée par un homme n'ayant aucune qualité pour la signer. Au pire, c'était un faux. Arnaud a contacté le barreau et a déposé une plainte contre Benoît Collin. Lorsque Collin a reçu l'avis d'enquête du barreau, il a commencé à coopérer. Il a fourni l'intégralité de sa correspondance par email avec Chloé. Dans un email daté du 10 octobre, 4 jours avant que je ne tombe malade, Chloé avait écrit à Collin, « Trouvez un médecin qui peut signer le certificat d'incapacité. Je m'occupe du reste. » Elle n'a pas écrit ça après mon hospitalisation. Elle l'a écrit 4 jours avant. Collin avait également, à la demande de Chloé, fourni une estimation détaillée des coûts d'une procédure d'adoption en France. Ces notes documentaient la question spécifique de Chloé. Que se passe-t-il si la mère biologique s'y oppose? Elle ne prévoyait pas de s'occuper de Léa en cas de crise. Elle prévoyait d'adopter Léa. Elle l'avait prévu depuis des mois. La crise n'était que le mécanisme. La troisième pièce provenait du carnet et du téléphone de Pascal. Arnaud a photographié chaque page, chaque capture d'écran, le e-message depuis Cannes, la note sur Chloé dans le couloir de l'hôpital, la note sur ma mère prenant un appel du numéro de Chloé en s'éloignant de la réanimation. Chaque élément individuellement était suggestif. Ensemble, ils formaient une chronologie qui documentait la préméditation de plusieurs participants. La quatrième pièce nécessitait une conversation avec Damien. Arnaud l'a contacté par un intermédiaire. Damien a accepté de parler. Il l'a fait, m'a dit Arnaud par la suite, avec le choc mesuré d'un homme qui réalise en temps réel que la personne qu'il était sur le point d'épouser n'est pas la personne qu'il croyait être. Damien a dit qu'il connaissait les sentiments de Chloé envers Léa. Il savait qu'elle voulait être mère. Il ne savait rien de la demande de tutelle. Il ne savait rien des 40 000 €. Il ne savait pas que son compte joint avait reçu des fonds virés des économies de la sœur de sa fiancée alors que cette sœur était sous respirateur. Il a demandé, elle a utilisé quel compte pour payer la salle? Et puis il a demandé à me parler directement. J'ai pris l'appel. Il n'a pas crié. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a dit, Valérie, je suis désolé. Je ne savais pas. Je l'ai cru. Il avait la voix de quelqu'un qui venait de voir le sol se dérober sous ses pieds. Je lui ai dit que j'appréciais qu'il dise cela. Et puis je lui ai dit que ce qui se passerait ensuite serait son choix à lui et que je n'allais pas lui faciliter ou lui compliquer la tâche. Il est resté silencieux un moment.
Puis il a dit, je comprends. Le 1er novembre, je suis sorti de l'hôpital. Le 2 novembre, Arnaud a déposé une requête en urgence pour annuler la demande de tutelle, en joignant mon dossier complet de sortie d'hôpital, une lettre de mon médecin traitant confirmant mon rétablissement complet et ma capacité de décision restaurée, et la lettre de vérification de l'ordre des médecins confirmant que la signature du docteur Fillon n'était pas valide. Le juge aux affaires familiales a suspendu l'ordonnance temporaire le jour même. Le 3 novembre, j'ai conduit jusqu'à la maison de Chloé à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Elle a ouvert la porte d'entrée en voyant ma voiture. Elle s'est figée en voyant Nicolas Arnaud debout à mes côtés. Léa est arrivée en courant de l'intérieur et m'a percuté au niveau du ventre avant que quiconque ne puisse dire un mot. Je l'ai tenue dans l'allée pendant un long moment. J'ai senti son cœur battre contre ma poitrine. Et j'ai pensé, il n'y a rien dans ce monde qui vaille les 9 jours que j'ai passés à ne pas savoir où elle était. Alors que je retournais à ma voiture, la main de Léa dans la mienne, Chloé a crié depuis l'embrasure de la porte, « Valérie, ce n'est pas ce que tu crois. » Je ne me suis pas retournée. Il faut une forme de patience très spécifique pour laisser une situation se dérouler selon vos propres termes après que quelqu'un a passé des mois à essayer d'en contrôler l'issue selon les siens. Je n'ai pas de bons mots pour ça. Ce n'est pas du pardon. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la décision de laisser le poids de ce qu'ils ont fait s'enfoncer dans le sol avant d'essayer de le déplacer. Les gens me demandent si l'attente a été difficile. Si j'ai passé ces 3 semaines en colère, rejouant ce qui avait été fait, construisant et reconstruisant l'affaire dans ma tête. La réponse est, pas particulièrement. Au moment où j'ai eu une vue d'ensemble, j'avais dépassé le stade où je le ressentais comme une blessure. C'était plutôt de la géométrie. Chaque pièce avait sa place. Chaque document avait une fonction. La colère s'était consumée pour laisser place à quelque chose de plus froid et de plus utile. J'emmenais Léa à l'école le matin. Je suis retournée travailler au groupe Herriot la 2e semaine de novembre. Des demi-journées en télétravail d'abord, puis des journées complètes au bureau à la fin de la semaine. Mes collègues étaient prudents avec moi, de la manière dont les gens le sont quand ils savent que quelque chose de grave s'est produit et qu'ils ne veulent pas poser de questions. Jeanne m'apportait un café chaque matin sans en faire toute une histoire. C'était suffisant. J'avais 3 semaines. Le 5 novembre, Arnaud a envoyé une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception à la fois à Chloé Tessier et à Daniel Tessier. C'était direct. Elle citait le virement bancaire, l'activation frauduleuse du mandat et le délit d'abus de faiblesse et de détournement de fonds selon le code pénal. Elle exigeait la restitution intégrale des 40 000 € sous 7 jours. Elle précisait que tout manquement entraînerait un signalement immédiat au procureur de la République et le dépôt d'une plainte au civil. La réponse de Chloé est arrivée sous forme de texto sur mon numéro personnel. On peut en parler. S'il te plaît, ne fais rien de fou. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Fou. C'est le mot qu'elle a utilisé. Pas « nous allons arranger ça ». Pas « nous sommes désolés ». Pas « voici l'argent ». Elle qualifiait la responsabilité de folie. J'ai posé mon téléphone et je n'ai pas répondu. Ma mère a appelé 3 fois en 48 heures. Elle a pleuré lors du 2e appel. Elle a dit des choses comme « c'est une affaire de famille et tu vas tout détruire » et Chloé a fait une erreur, mais elle t'aime. J'ai laissé ces appels aller sur le répondeur. Je n'étais pas prête à lui parler. Je n'étais pas sûre d'être un jour prête de la manière dont elle le voulait, c'est-à-dire prête à encaisser à nouveau et à passer l'éponge. 7 jours se sont écoulés. Aucune restitution n'est arrivée. Arnaud a déposé la plainte. Le parquet a ouvert une enquête sur l'activation de la procuration. Daniel Tessier a reçu une notification formelle indiquant qu'elle faisait l'objet d'une potentielle enquête pour fraude financière. Elle a appelé Pascal, pas moi, Pascal, et a dit « Tu as monté Valérie contre nous ». Pascal a raccroché. Benoît Collin, confronté à la plainte au barreau et aux poursuites civiles qui en découlaient, coopérait depuis la semaine précédente. L'étendue complète de sa correspondance par email avec Chloé faisait maintenant partie du dossier d'Arnaud. Elle documentait le paiement des honoraires du 28 septembre.
Elle documentait l'email du 10 octobre demandant à Colin de trouver un médecin capable de signer le certificat d'incapacité. Elle documentait les questions spécifiques de Chloé sur les adoptions contestées et le coût de la procédure sans le consentement de la mère biologique. Chaque pièce avait construit quelque chose. Et maintenant, je devais décider où ce quelque chose allait atterrir. J'ai envoyé ma réponse pour le mariage de Chloé et Damien le 8 novembre. Un invité, Valérie Tessier. J'ai écrit, tellement heureuse de célébrer avec vous, dans le champ réservé aux commentaires parce qu'il y avait un champ réservé aux commentaires et cela me semblait être la bonne longueur de corde à lui donner. Elle a répondu dans l'heure. Tellement contente que tu sois là. Ça signifiera tout pour moi. J'ai beaucoup pensé à ce message dans les mois qui ont suivi. Je pense qu'elle le croyait sincèrement. Je pense qu'elle s'était raconté une version de l'histoire dans laquelle mon apparition à son mariage était la preuve que la famille avait fait bloc autour de ce qu'elle avait fait et avait choisi de fermer les yeux. Dans laquelle je me présentais parce que c'est ce que fait la personne forte. Parce que j'absorbe les choses, parce que le puits est sans fond. Je pense qu'elle y a cru jusqu'à ce que l'huissier Thierry Renard franchisse la porte. Avant le mariage, j'avais une dernière conversation à avoir. La honte. Mon père, Gérard Tessier, m'a appelé le 10 novembre. Pas sous la direction de ma mère. Il a appelé de son portable personnel un dimanche après-midi où je savais que ma mère était à son club de lecture. Il a dit qu'il avait lu les documents qu'Arnaud avait envoyés. Il a dit qu'il avait parlé à Damien. Il est resté silencieux pendant un long moment avant de dire quoi que ce soit de substantiel. Puis, j'aurais dû être là. J'aurais dû m'interposer. Je suis désolée, Valérie. C'était la première excuse que je recevais de la part de l'un ou l'autre de mes parents. C'était imparfait et tardif, et je ne savais pas encore quoi en faire, mais j'entendais dans sa voix qu'il le pensait vraiment. Qu'il avait 66 ans et qu'il venait de regarder lucidement quelque chose qu'il avait refusé de voir pendant presque toute sa vie d'adulte. J'ai dit, je t'entends, papa, et j'accepte le fait que tu sois sincère. Mais accepter tes excuses ne veut pas dire que les choses redeviennent comme avant. J'ai besoin que tu comprennes ça. Il a dit qu'il comprenait. Je ne sais pas s'il a parlé de cet appel à ma mère. Le 12 novembre, Arnaud a confirmé que tout était en ordre. L'huissier de justice, un homme nommé Thierry Renard, avait été briefé. L'assignation civile serait signifiée le 15 novembre à 14h47. La cérémonie au domaine des Grands Chênes devait commencer à 15h. J'ai demandé à Arnaud s'il était sûr du timing. Il m'a répondu qu'il avait fait des choses plus difficiles. J'ai dit, je ne fais pas ça pour ruiner un mariage. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, je sais que vous le faites parce que chaque personne dans cette pièce a vu Chloé être célébrée pendant des années, et que vous avez besoin qu'il voie la même chose que ce que vous avez vu. Je n'ai rien eu à ajouter à cela. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé à ce mariage, je veux vous demander quelque chose. Si vous aviez eu tout cela, les relevés bancaires, les emails, la fausse signature, la chronologie, tout auriez-vous attendu ou l'auriez-vous confronté au moment où vous vous êtes réveillé? Laissez votre réponse dans les commentaires. J'ai sincèrement besoin de savoir que je ne suis pas la seule à avoir choisi d'attendre. Je me suis réveillée le 15 novembre à 6h30 du matin. Léa dormait au bout du couloir. Pascal venait la garder à midi. J'ai fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai relu le dossier une dernière fois. Pas parce que j'en avais besoin. Je connaissais chaque document par cœur. Je l'ai lu parce que j'avais besoin de ressentir son poids avant d'entrer dans cette salle. J'avais besoin de me rappeler que ce que je portais n'était pas de la rancœur. C'était des preuves. Ma mère a appelé à 9h. Elle a dit, Valérie, aujourd'hui c'est le grand jour de Chloé. J'ai besoin que tu saches à quel point cette journée la rend heureuse. S'il te plaît, laisse cette journée être la sienne. J'ai regardé le téléphone. Je l'ai posé face contre table. Elle n'avait aucune idée qu'aujourd'hui était aussi mon jour. Le domaine des Grands Chênes est une bâtisse historique réaménagée dans la périphérie de Lyon. De hauts plafonds, du parquet en chêne, de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière de l'après-midi d'une manière particulière qui donne l'impression que tout est fait pour une photo.
Le genre de lieu qui coûte exactement la somme que cela coûte si vous avez passé 6 ans à construire une épargne et que votre sœur a passé 3 semaines à attendre que vous arrêtiez de respirer. Je suis arrivé à 14h15. Le parking était déjà plein. 120 invités, la plupart déjà à l'intérieur, dérivant vers leur siège dans cette espèce de ralenti festif qui précède une cérémonie. Le fleuriste avait fait quelque chose de très élaboré avec des roses ivoires le long de chaque banc. Le quatuor à cordes s'échauffait dans le coin. La lumière de fin d'après-midi traversait les hautes fenêtres exactement comme je le savais. Gérard Tessier était près de l'entrée quand je suis arrivé. Il m'a vu et s'est figé un instant. Puis il a hoché la tête, juste une fois. C'était la phrase la plus complexe qu'il m'ait jamais prononcée. Ma mère était de l'autre côté de la pièce. Elle s'est dirigée vers moi immédiatement, son visage travaillant à travers quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire et pas tout à fait un avertissement. Elle a dit doucement, « Valérie, s'il te plaît. » J'ai dit, « Je suis juste là pour célébrer, maman. » J'ai trouvé un siège au milieu de la salle. Une bonne vue. J'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi et j'ai attendu. Damien se tenait près de l'autel avec son témoin, un ami de la fac, quelqu'un que je ne connaissais pas. Il m'a vu m'asseoir. Il a traversé la pièce et m'a serré la main. Son visage était celui d'un homme qui n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits d'affilée et qui était arrivé à un stade de clarté épuisé. Il a dit, assez bas pour que personne d'autre ne puisse l'entendre, « Merci d'être venu. J'ai besoin de te parler après. » J'ai répondu, « Je sais. » Dans la loge de la mariée, la demoiselle d'honneur de Chloé lui avait apparemment dit que j'étais là. Je le sais parce qu'elle n'est pas sortie. La cérémonie devait commencer dans 40 minutes, et Chloé Tessier, qui n'avait jamais été intimidée par une foule de toute sa vie, ne montrait pas son visage. À 14h47, un homme en costume gris anthracite a franchi les portes principales du domaine des Grands Chênes. Il portait un porte-documents en cuir et une enveloppe scellée. Il a parlé brièvement à l'un des coordinateurs de l'événement qui lui a indiqué le fond de la salle. Il s'est déplacé dans la pièce avec l'efficacité sereine d'un homme qui avait fait cela de nombreuses fois. Le quatuor à cordes jouait toujours. Les bougies étaient allumées. Les invités commençaient à s'installer à leur place. Thierry Renard s'est avancé vers la porte de la loge de la mariée et a frappé. La demoiselle d'honneur a ouvert. D'où j'étais assise, je ne pouvais pas entendre l'échange. Ce que je pouvais entendre, c'était la voix de Chloé coupant à travers le bruit ambiant de 120 personnes. Quoi? Pas maintenant. La musique a continué pendant encore 30 secondes, puis s'est arrêtée. La salle a basculé, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais de la manière dont les pièces le font quand tout le monde s'arrête de parler d'un coup. Les têtes se sont tournées. Les gens qui regardaient leur programme ont levé les yeux. Chloé est sortie de la loge. Elle portait sa robe de mariée. Elle était ivoire et cintrée, et elle avait passé 6 mois à la choisir. Ses cheveux étaient relevés. Son maquillage était parfait. Elle ressemblait exactement à ce à quoi une mariée est censée ressembler, à l'exception du fait qu'elle tenait une assignation judiciaire et que son visage avait pris la couleur des roses ivoires. Elle s'est avancée vers le centre de la pièce. Ses yeux ont balayé les invités. Ils m'ont trouvée. La salle entière la regardait maintenant. Les 120 personnes qui étaient venues la célébrer regardaient une mariée marcher vers sa sœur dans une salle de bal silencieuse comme une tombe, tenant un document juridique. Elle l'a dit assez fort pour que les 3 premières rangées l'entendent, « Tu l'as fait exprès. » Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai regardé et j'ai dit, oui. Juste ce mot. Nicolas Arnaud était entré par une porte latérale pendant la confusion autour de Thierry Renard. Il s'est avancé à l'avant de la pièce maintenant, a posé un dossier sur la table près de l'autel, et a parlé avec ce genre de voix mesurée qui porte dans une grande pièce sans avoir besoin d'être forte. Il a dit, Monsieur Vasseur, voici les relevés bancaires confirmant que 40 000 € ont été transférés du compte épargne de Valérie Tessier vers votre compte chèque joint le 15 octobre 2025, alors que Madame Tessier était sous sédation en soins intensifs. Voici la demande de tutelle d'urgence que votre fiancé a déposée au tribunal de Lyon le 17 octobre, 2 jours après ce virement.
Et voici la confirmation écrite de l'ordre des médecins attestant que le certificat médical joint à cette demande n'était pas valide, signé par un médecin qui n'a plus l'autorisation d'exercer depuis 2021. Il a ouvert le dossier et l'a posé sur la table devant Damien. Damien l'a regardé. Il n'a rien dit. Il a pris la première page. Il l'a lu. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les bougies. Chloé a fait un pas vers Damien. Elle a dit, « Damien, ce n'est pas. » Elle fait ça parce qu'elle est en colère. Ce n'est pas ce que tu crois. Damien a posé la page. Il l'a regardé. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait de tendre la carte d'un pays qu'il croyait connaître. Il a dit, « L'avocat a été engagé le 28 septembre. » Ce n'était pas une question. Chloé a dit, « Je peux t'expliquer. » Il a dit, « Elle est tombée malade le 14 octobre. Tu as engagé l'avocat le 28 septembre. » Silence. Ma mère s'est levée de la première rangée. Sa voix était tendue et contrôlée. C'est une affaire de famille. Ça n'a pas sa place ici. Mon père s'est levé à côté d'elle. Il a posé sa main doucement sur son épaule et il a dit, « Daniel, arrête. » 2 mots. C'était la première fois en 37 ans de mariage que Gérard Tessier disait « arrête » à sa femme dans une pièce pleine de monde. Ma mère s'est assise. Je me suis levée de mon siège. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais quelque chose à dire et que je voulais le dire debout. J'ai regardé autour de la pièce, les invités qui étaient venus ici pour célébrer ma sœur. Ses amis qui la connaissaient depuis des années et qui ne connaissaient probablement de moi que la version racontée par Chloé. La famille de Damien qui ne m'avait jamais rencontré. Mon père debout à côté de ma mère au premier rang. J'ai dit, j'ai passé 9 jours en réanimation. Je n'ai demandé à personne de rester. Je n'ai appelé personne pour me plaindre. J'ai juste survécu. Et pendant que je faisais ça, ma sœur déposait des papiers pour me prendre ma fille en utilisant mon argent avec une fausse signature sur un document médical. Je ne suis pas ici pour ruiner un mariage. Je suis ici parce que tout le monde dans cette pièce mérite de savoir qui ils sont en train de célébrer. Je me suis rassise. J'ai laissé le silence faire le reste. Damien Vasseur a regardé Chloé pendant un long moment. Puis il a pris le dossier et a quitté le domaine des grands chênes par la porte latérale. Il n'est pas allé à l'hôtel. Il n'est pas revenu. Le mariage n'a pas eu lieu. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là dans le genre de silence qui survient après qu'une tempête a traversé le paysage. Léa dormait quand je suis arrivée. Pascal était assise dans la cuisine avec une tasse de thé qu'elle avait déjà laissé refroidir. Elle a regardé mon visage quand je suis entrée et a dit, « Est-ce que ça a suffi ?» Je me suis assise en face d'elle. J'ai réfléchi au mot « suffit » un instant. J'ai dit, « C'était vrai. C'est ça qui suffit. » Le téléphone a sonné pendant les 3 jours suivants sans s'arrêter. Chloé, ma mère, des membres de la famille éloignée à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des cousins qui avaient des opinions, une tante du côté de mon père qui voulait que je comprenne que quoi qu'il se soit passé, la famille restait la famille. Je l'ai laissé sonner. Je n'ignorais pas les appels parce que j'étais en colère. Je les laissais sonner parce que j'avais fini de jouer le rôle de la personne qui encaisse tout et qui appelle cela une résolution. Les appels pouvaient bien sonner. Le silence était à moi et je le gardais. Le 17 novembre, 2 jours après le mariage qui n'a pas eu lieu, Damien Vasseur a appelé Arnaud directement. Il a retransféré 40 000 € sur mon compte de la Société Générale le même après-midi. Il a joint une déclaration écrite reconnaissant que les fonds étaient entrés sur son compte joint par le biais d'une activation frauduleuse de procuration et qu'il les restituait dans leur intégralité. Il m'a aussi envoyé un message personnel. Il disait, « Elle m'a utilisé aussi. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à voir clair. J'espère que Léa va bien. » Léa allait bien. Léa m'avait demandé quand elle reverrait Tata Chloé, ce qui était la question que je redoutais et pour laquelle je n'avais pas de réponse simple. Je lui ai dit que les choses étaient compliquées en ce moment et que parfois les adultes avaient besoin de temps pour apprendre à mieux se traiter les uns les autres.
Elle m'a regardé avec le pragmatisme au regard plat d'une enfant de 7 ans qui sait qu'on ne lui raconte pas toute l'histoire et qui a décidé d'accepter la version partielle. Elle a dit, d'accord. On peut prendre une pizza? On a pris une pizza. Les procédures judiciaires ont suivi leur propre calendrier après ça. La demande de tutelle a été rejetée sur le fond par le juge aux affaires familiales le 20 novembre. Rejetée sur le fond signifie que la requête est irrecevable. Chloé Tessier ne peut pas retourner devant ce tribunal avec la même demande. Benoît Collin a reçu une suspension de 6 mois du barreau. Il a également été contraint de rembourser chaque euro d'honoraires qu'il avait perçu de Chloé concernant la demande de tutelle. Ces 2 avertissements disciplinaires précédents combinés à cette suspension remettaient fortement en question son avenir professionnel. Le procureur de la République a ouvert une enquête civile formelle sur l'utilisation du mandat de protection par ma mère. Danielle Tessier a reçu une lettre recommandée l'informant qu'elle faisait l'objet de cette enquête et lui conseillant de prendre un avocat. Elle en a pris un immédiatement. La plainte civile pour abus de faiblesse contre Chloé a été déposée fin novembre. L'audience a été fixée pour début 2026. Arnaud était confiant. La documentation était accablante. Mon père est venu chez moi le 18 novembre. Il s'est assis à la table de ma cuisine, les mains sur les genoux, les yeux fixés sur le sol, et il a pleuré pour la première fois que je le voyais faire. Il a dit, « J'aurais dû te protéger. Je savais que des choses n'allaient pas. Et je me disais que ce n'était pas à ma place d'empirer les choses. Je me disais que tu allais bien parce que tu avais toujours l'air d'aller bien. C'était un mensonge que je me racontais, et je suis désolée, Valérie. » Je me suis assise en face de lui et je l'ai laissé parler. Et puis j'ai dit, « Je t'entends, papa. Je crois que tu es sincère. Mais accepter tes excuses ne veut pas dire que les choses redeviennent normales. Ça veut dire que je t'entends. C'est tout pour le moment. » Il a hoché la tête. Il n'a pas protesté. Ce n'était pas la réconciliation dramatique que les gens attendent de ce genre d'histoire. Il n'y a pas eu de câlin, pas de larmes de mon côté, pas de fermeture miraculeuse de la blessure, mais c'était vrai. Et à sa manière incomplète, c'était plus que ce que j'avais obtenu de lui en 36 ans. Ma mère n'est pas venue. Elle a envoyé un texto à Pascal, toujours pas à moi, qui disait « J'espère que Valérie comprend que j'essayais d'aider. » Pascal me l'a transféré sans commentaire. Je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu. Je n'ai répondu à rien de ce que ma mère a envoyé depuis. Le mandat de protection future qui portait son nom a été révoqué la semaine où je suis rentrée de l'hôpital. À sa place, j'ai créé un nouveau document légal désignant Pascal et Nicolas Arnaud comme mes représentants en cas d'incapacité. 2 personnes qui avaient déjà prouvé ce qu'elles feraient quand ça compterait vraiment. Chloé est partie à la dérive. J'ai appris par mon père qu'elle était retournée vivre chez mes parents une semaine après le mariage qui n'avait pas eu lieu. Qu'elle et Damien ne se parlaient plus. Qu'elle était devenue silencieuse d'une manière qui était inhabituelle pour tous ceux qui la connaissaient. Chloé avait toujours été le genre de personne qui remplissait l'espace, qui avait un avis sur tout, qui n'avait jamais de mal à trouver le bon visage pour chaque situation. Ce silence était, de l'avis de tous, nouveau. Elle m'a envoyé 3 messages en novembre. Le premier disait qu'elle avait seulement voulu protéger Léa. Le deuxième disait qu'elle espérait que je pouvais comprendre ce que ça fait de vouloir quelque chose au point de ne plus penser clairement. Le troisième disait qu'elle était désolée, qu'elle savait que « désolée » n'était pas suffisant, et qu'elle ne s'attendait pas à ce que je réponde. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je suis cruelle, pas parce que je crois en une punition perpétuelle, mais parce qu'il y a un type particulier d'excuse qui n'est en fait qu'une demande pour que l'autre personne vous aide à vous sentir mieux par rapport à ce que vous avez fait. Et je ne lui devais pas ça. Elle avait un avocat sous le coude avant même que je ne sois malade. Elle avait fait des recherches sur la tutelle d'urgence, sur la loi de l'adoption, sur les procédures de garde. Elle l'avait planifié. Des excuses envoyées 3 semaines après les faits n'effaçaient pas la préméditation. Je n'ai aucun moyen de savoir à quoi ressemble ce silence de l'intérieur. Je ne cherche pas d'informations sur elle. Ce n'est pas mon travail de surveiller ses conséquences. La justice s'en charge. Ce que je sais, c'est ceci, le 17 novembre, mon compte épargne était de nouveau intact.
Le 20 novembre, ma fille avait une mère qui était la seule personne ayant une autorité légale sur sa vie. Le 21 novembre, j'ai changé mes serrures. Le premier dimanche de décembre, je me tenais dans mon salon avec Léa et une boîte en carton remplie de décorations de Noël que nous collectionnions depuis qu'elle avait 2 ans. Nous avions le genre de déco qui viennent de partout. Une étoile en céramique qu'elle avait faite à une fête d'anniversaire quand elle avait 4 ans. Un oiseau en verre que j'avais acheté l'année où j'avais quitté la maison de mes parents. Un petit renne en bois à qui il manquait un bois et qu'elle refusait de jeter parce qu'elle disait qu'elle aimait le fait qu'il soit différent. Nous les avons toutes mises sur le sapin. Ça a pris beaucoup de temps parce que Léa devait expliquer l'histoire de chacune d'elles. Elle m'a demandé à un moment donné, tout en accrochant une spirale argentée qu'elle avait choisie elle-même au supermarché, si nous allions chez mamie pour Noël. J'y ai réfléchi pendant un vrai instant avant de répondre. Pas pour éviter le sujet, mais parce que je voulais lui donner une réponse vraie. J'ai dit, pas cette année, mon bébé, mais nous avons des personnes vraiment formidables qui nous aiment, et c'est ça Noël. Elle a fait tourner la spirale argentée entre ses doigts. Elle y a réfléchi. Puis elle a dit, on peut inviter Tata Pascal ? J'ai dit, c'est déjà fait. Pascal est venue le soir du réveillon et est restée jusqu'au jour de Noël. Elle a apporté une quantité ridicule de nourriture, un pull pour Léa avec un chat dessus que Léa a immédiatement déclaré être la meilleure chose qu'elle ait jamais possédée. Et une bouteille de vin que nous avons partagée lentement au cours de 2 soirées de conversation qui n'avaient rien à voir avec des avocats, des relevés bancaires ou quiconque nommé Chloé. Ce fut, pour être précise, un bon Noël. On m'a appelée la forte toute ma vie. C'était dit comme un compliment. C'était dit comme une raison d'attendre plus de moi et de me donner moins en retour. C'était dit comme une façon de rendre mes besoins invisibles sans les nier techniquement. Je sais maintenant que la force que les gens pointaient du doigt était réelle. Mais ça n'a jamais été une raison pour me laisser seule dans une chambre d'hôpital. Ça n'a jamais été une raison pour m'enlever ma fille. Ça n'a jamais été une raison pour faire disparaître mes économies pendant que j'étais sous respirateur. La force n'est pas une permission. Ce n'est pas un signe que vous n'avez besoin de personne. Ce n'est pas un contrat qui dit que la personne forte peut être épuisée et que ça ne compte pas. J'ai révoqué le pouvoir que j'avais donné à des gens qui ne l'avaient pas mérité. J'ai arrêté de répondre aux appels qui étaient conçus pour me faire sentir responsable de la culpabilité des autres. J'ai arrêté d'assister aux représentations familiales où mon rôle était d'absorber, de pardonner et de rendre la réunion possible en faisant semblant que tout allait bien. Je ne l'ai pas fait avec colère. Je l'ai fait avec la clarté particulière qui vous vient après avoir failli mourir, puis après avoir vu les gens qui auraient dû rester s'asseoir dans une chambre d'hôtel sur la Côte d'Azur pour commander le service d'étage. J'ai gardé les gens qui sont restés. J'ai laissé les autres sombrer dans le silence. La chose la plus difficile n'a pas été de survivre à la réanimation. C'était de survivre à la croyance que la famille est toujours un lieu sûr. Il aura fallu 9 jours sous respirateur, 40 000 €, une demande de tutelle et une fausse signature pour que je comprenne enfin, l'amour ne se prouve pas en étant présent quand c'est pratique. Il se prouve en étant présent quand ça coûte quelque chose. Chloé m'a montré qui elle était. Ma mère m'a montré qui elle choisissait. Pascal m'a montré qui restait. Je choisis de construire ma vie autour des gens qui sont restés. Si vous m'écoutez et que vous avez été la personne forte, la personne fiable, celle qui gère tout, celle dont tout le monde suppose qu'elle ira bien, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit de demander de l'aide. Vous avez le droit d'avoir des gens dans votre coin. Vous avez absolument le droit d'arrêter d'appeler la trahison la famille. Je m'appelle Valérie Tessier. J'ai 36 ans. Je suis chef de projet, propriétaire de ma maison et mère célibataire d'une petite fille qui porte actuellement un pull avec un chat dessus et qui s'obstine à m'expliquer pourquoi les rennes avec un seul bois sont en fait bien meilleures que les rennes normaux. Elle marque un point. Honnêtement, prenez soin de vous. Et la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'être fort signifie que vous n'avez besoin de rien, rappelez-vous que ce n'est pas de la force qu'ils décrivent. C'est une faveur qu'ils vous demandent de leur faire. J'ai fini de faire cette faveur.